Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bulle de rêve. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission de rentrée sur les ondes de Radio Libertaire, après avoir passé un été à vous conseiller des courts-métrages en ligne que vous pouvez retrouver sur les différentes pages de l'émission sur Facebook ou YouTube. Nous voici donc à nouveau réunis autour de la table avec au micro ce mois-ci Pascal Leduf qui nous présentera dans un instant nos deux invités du jour. Nous avons dans le couloir Nicolas Tisse, Marie-Pauline Mollaret et Alexis Huneau. Et moi-même, Antoine Bibert, pour vous présenter cette émission. Avant de débuter ce bulle de rêve, où il sera beaucoup question de longs métrages et notamment des sorties à venir, ou des sorties toutes récentes, j'avais envie de vous parler d'un vieux film, Akira de Katsuhiro Otomo. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce film, il reste quelques séances pour le découvrir en salle en région parisienne. C'est une expérience qui en vaut la peine, tant l'image et le son sont importants dans cette œuvre. Sans vous faire la liste détaillée de ce qui fait d'Akira une œuvre incontournable du cinéma d'animation, on peut rappeler le bouleversement qu'il a provoqué dans la vision que les pays occidentaux avaient de l'animation japonaise, de par la violence organique qu'Otomo met en scène, la technique incroyable de ce film qui est d'une complexité de fabrication assez folle, et enfin, de par la gravité et l'engagement politique de son histoire, qui en fait une œuvre adulte extrêmement mature. C'est un film dense et surtout incroyablement ambitieux. Tout y est d'une intensité démesurée, de la musique à l'animation, en passant par la mise en scène. Bref, une immense claque. Si je vous parle d'Akira, c'est pour vous parler d'un sentiment bien étrange qui m'est tombé dessus dès la fin de la séance. À l'excitation d'avoir revu cette œuvre géniale est venue se mêler une question qui depuis me taraude. Pourrait-on refaire un film aussi ambitieux qu'Akira aujourd'hui ? J'ai l'horrible certitude que non. Non, à l'heure actuelle, il ne me semble pas possible de voir émerger un long métrage qui combine une animation techniquement très ambitieuse avec une mise en scène aussi coûteuse, pour traiter d'un sujet exclusivement adulte et de manière aussi radicale, le tout sur une durée de 2 heures. On a beaucoup évoqué dans cette émission l'importance de trouver des solutions pour que les longs métrages d'animation puissent exister dans des économies très restreintes, pour permettre à plus d'auteurs de s'exprimer. Et les exemples de beaux films ces dernières années dans cette recherche d'économie ne manquent pas. Villeneuve de Félix Dufour-Laperrière, La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach sont de fiers représentants de ce cinéma. Mais on peut aussi constater que cette tendance à l'économie permanente est devenue une contrainte de mise en scène très très forte, qui à force d'être une constante de l'équation financière d'un film, devient aussi une constante dans les solutions trouvées, uniformisant les cadrages et les types de récits. Nous en reparlerons sûrement un peu plus tard dans l'émission, et d'ailleurs, l'émission suivante en parlera également plus longuement que nous, mais Joseph est un bon exemple pour moi de cela. Funan également. Cette quête de l'efficacité de l'animation nous conduit, à mon sens, à une certaine uniformisation de la mise en scène. Alors voilà, oui, il nous faut défendre un cinéma qui se fait à petite échelle, mais il ne me semble dans le même temps pas contradictoire d'appeler à ce que des projets plus ambitieux se fassent quand leur sujet s'y prête. J'attends avec impatience qu'un ou une réalisatrice me fasse mentir quand je dis qu'il n'est plus possible de faire un film d'animation comme Akira aujourd'hui. Nous venons d'écouter Triangle du groupe canadien Bad Bad Not Good, une découverte de l'été grâce à mon ami Victor. Je vais faire un petit coucou. Groupe qui, outre ses albums plutôt jazz, compose aussi pour Tyler the Creator ou Kendrick Lamar. Voilà, je vous conseille tout particulièrement leur premier album, où au jazz se mêle au fur et à mesure de l'album de plus en plus de musique électronique. L'émission d'aujourd'hui nous a donc été préparée par Pascal, qui a voulu s'attaquer à un thème dont nous voulions parler depuis longtemps à Bulle de Rêve, la question de l'exploitation des films d'animation. Donc Pascal, je te laisse présenter nos deux invités d'aujourd'hui. Alors la situation du long métrage d'animation en France est assez ambivalente. On a une vraie explosion créative en termes de volume depuis quelques années maintenant, avec une variété de projets, une variété de styles, de films qui sortent en salle, et ça ne se limite plus comme avant à quelques noms, un Michel Oslo ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une variété de noms, bien loin de ce qu'on pouvait voir jusqu'à la fin des années 90. Et où la diversité se limitait presque à Disney et pas grand-chose d'autre. Et même si l'optimisme doit rester de rigueur, on constate hélas trop souvent néanmoins que ces longs métrages
même s'ils sont très soutenus par la presse et divers passeurs, ne font pas tant d'entrées que ça en salle. Et donc, certes, ce qui compte, c'est la qualité des œuvres présentées, de l'émotion qu'elles font naître, le plaisir de les découvrir. Mais ces chiffres moyens, des fois, nous inquiètent et peuvent décourager les productions. Donc, nous voulons aussi aborder l'exploitation des films en salle avec deux exploitants, deux responsables jeunes publics, Laurent Pierronnet de l'espace Jacques Tati à Tremblay et Dominique Mulman du Trianon à Romainville. Alors je vais commencer par vous poser une question assez simple. Dans ce cadre, une question un peu directe. Pour cette rentrée particulière, après une saison particulière, comment ça va en ce moment dans vos salles ? Alors, au cinéma Le Trianon de Romainville, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt pendant l'été, parce qu'en fait, comme on a longtemps fermé pendant le confinement, exceptionnellement cette année, on n'a pas fermé pendant l'été. Et du coup, on va dire que la rentrée ressemble à l'été, c'est-à-dire du soleil dehors et morose à l'intérieur. Pas beaucoup d'entrées en général, et aussi sur le jeune public, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, plutôt inquiétant. Et en plus, on ne voit pas vraiment ce qui va se profiler dans l'avenir, puisque on a des incertitudes sur les mesures sanitaires qui évoluent, et en plus sur les sorties de films aussi qui sont décalées, qui sont annulées. Voilà. Donc on fait un peu comme si, mais en se demandant comment ça va finir. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Dominique, alors après nous, au cinéma Jacques Tati, on est dans une situation assez particulière parce que depuis quelques années, il y avait un projet comme ça d'évolution du cinéma, parce qu'on était un espace, on a 3 salles, mais on n'avait quasiment pas d'espace de hall, on n'avait pas de cafétéria, etc. Donc il y a eu un projet des travaux, comme souvent dans les travaux, du retard. Donc on devait réouvrir normalement en septembre dernier, puis octobre, novembre, et on a réouvert en janvier. Et donc en gros, c'est qu'au bout de 2 mois et demi de réouverture qu'il y a eu le confinement. Ce qui fait que voilà, nous, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans une situation un peu particulière. Nous, notre directeur, très rapidement, s'est posé des questions sur la question de la réouverture, avant même que ne soit décidé l'autorisation de réouvrir à partir de juillet. Et lui se posait vraiment la question de si ça avait eu du sens. Donc on a fait, parce que nous, même si on n'est pas en régie directe, on est ce qu'on appelle paramunicipal, c'est-à-dire que c'est une association qui nous gère, mais voilà, les locaux appartiennent à la mairie, on a un gros financement de la ville, on participe à la politique culturelle de la ville. La mairie nous a demandé quand même de faire quelques réouvertures, donc en gros, on a réouvert une salle, quelques séances en juillet, quelques séances en août, et une vraie réouverture le 9 septembre. Et après, on retrouve totalement cette morosité, surtout que en plus, il y a une étude qui a été faite, c'est-à-dire que les salles purement RSS s'en sortent un peu mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de fréquentation autour de 60%, alors que les salles généralistes, qui vont du multiplex aux salles telles que les nôtres, où nous, on a 3 salles et on a les 3 labels RSR, Recherche Jeune Public, mais on passe aussi du blockbuster. Nous, nos baisses sont autour de 70 à 80% des entrées. Donc voilà, très très peu d'entrées. Et en plus, comme moi j'ai pu le constater en simple cinéphile, c'est que les cinéphiles reviennent, mais pas nous, ce qui est le cœur en gros de notre public, c'est-à-dire les familles et les occasionnels. Donc en gros, voilà, très peu d'entrées, à part sur quelques événements, et là ça fait plaisir. La semaine dernière, on avait une rencontre autour du Mignonne avec la réalisatrice, et là on avait 120 personnes. Après, voilà, on se retrouve aussi dans ces inquiétudes. On est en train de construire des choses, entre autres, sur les dispositifs d'éducation à l'image, mais c'est des purs châteaux de sable. On ne sait pas du tout si ça va tenir ou si on va se retrouver à nouveau avec une fermeture prochainement, quoi. Et Laurent, tu voulais nous parler un petit peu aussi de la réaction, de ce que fait le gouvernement là, pour aider les salles. Oui, c'est-à-dire que dernièrement, il y a eu, parce que je sais que dans l'émission, il y a des coups de gueule, et je sais qu'une certaine personne ici présente aime beaucoup en distribuer, donc voilà, j'ai dit je voulais participer à cet effort de guerre, puisqu'en plus, cette théorie du virus et de la guerre, etc., est très présente dans les discours. Donc en gros, il y a eu une déclaration de Roselyne Bachelot dernièrement, qui, face au questionnement des salles de cinéma par rapport à la compensation des pertes, a annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros.
Sauf qu'en gros, cette enveloppe vont en être exclus les cinémas en régie directe, c'est-à-dire les cinémas municipaux. Donc ça veut dire beaucoup de salles qui ne vont pas toucher. En gros, le discours derrière, c'est de se dire que c'est aux agglomérations, c'est aux communes, en fin de compte, de financer ces pertes. En sachant qu'on sait très bien que les communes, surtout entre autres depuis la perte de la taxe professionnelle, pour certaines sont complètement exsangues financièrement, que la crise liée au Covid n'a pas du tout amélioré la situation et que certaines en plus feront un choix politique de ne pas financer les cinémas qui sont leurs communes, surtout liés aux dernières élections qui ont amené comme ça des changements à la tête des mairies. Donc là, il y a d'ailleurs que je propose à tout le monde de signer. Il y a une pétition en ligne, entre autres menée par Stéphane Goudet et plein d'autres directeurs de salles, associations de salles, etc. Puisque risque d'y avoir une double peine d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voit un État qui va financer. Alors le privé, bien sûr, ce ne sont pas que des multiplexes, c'est pas que UGC, c'est pas que Pathé, il y a aussi des petites salles privées, par exemple parisiennes, qui ont besoin de cet argent. Mais on le sait très bien, c'est que majoritairement, c'est des grands groupes qui ont quand même au niveau de leur trésorerie les moyens de tenir le coup, qui vont recevoir cet argent, alors que des salles municipales dont le besoin ne le recevront pas, risquent de fermer. Et ce qui, d'une certaine manière, permet aussi d'éliminer une concurrence qui peut gêner. Alors ça, c'est mon interprétation. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie inquiétude par rapport à ça et une vraie inégalité, quoi. Et un vrai questionnement. C'est-à-dire, quel est le choix politique derrière cette décision au lieu de donner cette enveloppe à, tout bonnement, tous les cinémas qui sont dans le besoin. Oui, je rajouterais juste sans parler que les cinémas publics, c'est quand même ceux qui font le plus gros du travail d'éducation à l'image, donc ils ne font pas que passer des films, loin de là. Il y a tout le travail de l'ombre où on anime des dispositifs, des rencontres, enfin tout un tas de choses qui fait qu'on n'est pas dans la consommation, mais vraiment dans l'accompagnement et la promotion des films. Donc si on soutient les cinémas privés, concrètement, on fait vraiment un choix politique. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, comment chacun vous envisagez votre métier, enfin comment il s'exerce concrètement auprès de votre public, comment vous organisez? C'est un vaste sujet là. On peut passer 2 heures. Ah oui, c'est très très riche, très dense. C'est vraiment un vaste sujet. Concrètement, on est programmateur, animateur, bonimenteur, on fait tout en fait. Donc on va voir des films, on les choisit, donc on fait le lien avec les distributeurs, on écrit des textes, des critiques, on fait des programmes qui arrivent, qu'on diffuse, on gère donc des fichiers avec des adresses de plein de structures, des groupes, des écoles, des collèges, des crèches, des centres de loisirs, des lycées, qui reçoivent nos programmes, qui nous appellent, qu'on conseille vraiment personnellement au téléphone, en leur conseillant l'âge, ce qu'ils cherchent vraiment. On peut beaucoup aussi programmer sur mesure en fonction de projets, de tout un tas de gens. Il y a aussi, on est vraiment à la fois précepteur. On prescrit des films et à la fois récepteur, donc on reçoit aussi des envies, ça peut être aussi des artistes qui viennent nous voir ou des conservatoires, des médiathèques qui veulent faire des projets. C'est très 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 large, très 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 dense, on n'a jamais fait le tour. Et puis quand les groupes viennent, on les reçoit aussi, donc on fait des caisses, on fait des présentations, pendant ça on monte vite dans le bureau pour répondre à des mails, et puis on fait des événements aussi le week-end, on fait des ateliers, des rencontres, des cycles. On anime des débats, on regarde tout ce qui peut accompagner un film, comme tous les documents que je vous ai montrés. On essaie de se tenir au courant de tout, et ça va très vite. Donc il y a vraiment le sentiment, moi j'ai vraiment le sentiment d'être tout le temps dans l'action. D'être dans un comme les roues d'un projecteur à l'époque du 35. Donc ça roule et hop, toujours projecteur en avant. Donc ça va vite et mais c'est passionnant et on voit tout un tas de choses, ça évolue tout le temps. C'est un beau métier. Écoute, t'as dit un mot hyper important. Je pense qu'on fait ce métier par passion. Clairement, après on pourra parler parce que tu nous avais dit aussi qu'on parlera certainement de pourquoi, et comment on en est arrivé là. Mais c'est vrai que c'est une de nos motivations
puisque même là, dans la situation actuelle, de l'inquiétude, du peu d'entrée, etc., on est toujours motivé par, quand on programme un film, on a envie qu'il soit vu, on a envie de le partager, on a envie d'échanger, que les publics puissent... c'est-à-dire que c'est vrai qu'en gros, nos cinémas, à la différence justement des multiplexes, etc., c'est créer un espace collectif d'échange. C'est de permettre au public, quel qu'il soit, c'est-à-dire des tout petits jusqu'aux adultes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir analyser, puisqu'on accueille des dispositifs d'éducation à l'image. Donc il y a le côté, bien sûr, du plaisir d'être ensemble, de voir des films, de partager des choses, et puis de donner des outils, des outils d'analyse des images, surtout qu'on sait que de plus en plus les jeunes sont plongés dans un monde d'images. Donc c'est de tout simplement même se poser la question de... qu'est-ce qu'il y a derrière ces images, de quoi c'est vecteur, etc. Donc il y a tout ce travail-là. Et puis comme tu le disais, c'est qu'en plus, nous, on travaille souvent à des échelles de villes ou de plus en plus d'agglomérations de communes. Donc en gros, on va travailler aussi sur des projets qui vont mêler des structures, qui peuvent être des médiathèques, des MJC, des maisons de quartier, ou même là, nous, notre ville va accueillir un collège image qui est un énorme projet porté par le département, qui va intégrer en fin de compte des associations comme CIMA 93, Côté Court, Périphérie, Citoyenneté Jeunesse. Donc voilà, en gros, on est des couteaux suisses, quoi. Enfin, faut être très honnête, avec pas toujours les moyens humains, techniques, financiers qui permettraient de le faire dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'on est porté, par cette passion. Justement, je vais sûrement chointer une... En fait, je pose une question, je parle pas beaucoup, vous le savez, mais ça me permet d'enlever le masque. Donc voilà, je vais sûrement chointer une question de Pascal, et j'en suis désolé, mais alors, justement, on a la passion, c'est super, mais il faut de l'énergie pour continuer cette passion. Je pense pas que vous touchiez 20 millions par mois pour faire ça. Bah si. Si, voilà. Donc il y a quelques programmes d'artistes, ça c'est génial. Mais merci de nous le dire. C'est 20 millions de centimes. C'est ça, et c'est bien. Puis l'évasion fiscale, ça faut en parler. Voilà, oui. L'évasion fiscale chez les responsables jeunes publics. Je pense que tu nous parleras. Je pense que c'est la prochaine ligne de Libé. Où on va nous raconter un peu tout ce que vous faites. Ça c'est évident. Non mais comment on a cette énergie? Est-ce que c'est parce qu'on voit, je sais pas, un enfant qui a 3 ans, 6 ans, 8 ans, 15 ans et qui revient voir et qui d'un seul coup on l'a vu pour tel petit programme, entre guillemets un tel programme, et puis il revient parce qu'il veut revoir un Kurosawa. Ah, ça m'a intéressé. On a besoin de ça, c'est-à-dire finalement du public qui vous redonne l'espoir presque. J'ai envie de dire, je sais pas, mais moi ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment dans le vivant. C'est-à-dire que concrètement, moi, le rapport au public, il est super important. Il ne s'agit pas que de voir des films, il s'agit aussi d'être là, de présenter le film, même à la caisse, dire bonjour, ça va, c'est apporter un sourire, c'est vraiment un lieu d'accueil, c'est un cinéma de quartier. En plus, c'est vrai que le cinéma où moi je travaille, je l'adore. C'est un très beau cinéma, il est monument historique. C'est le cinéma de la dernière séance. Bon, les gens, ils sont très attachés, il est au centre de la ville, donc il a une valeur vraiment à la fois patrimoniale, mais aussi au niveau d'un carrefour. Il faut que les gens ils continuent à se balader dans le centre-ville. Donc voilà, et quand ils viennent chez nous, ils nous connaissent. Ils savent que c'est Dominique qui a programmé ce film, que c'est Chloé à la caisse, que c'est Steven en projection. Et du coup, on a un rapport direct auprès d'eux. S'ils aiment pas ce qu'on leur propose, ils vont le dire. Voilà. Et du coup, on doit vraiment assumer aussi nos choix, même quand parfois ils sont délicats à être assumés. Et puis on est dans le vivant parce que on côtoie des œuvres qui sont faites par des artistes, par des auteurs qui mettent beaucoup de eux-mêmes dans leurs films. Et c'est qu'au moment où on les voit, on est plein d'émotions, on est chargé de ce qu'ils ont voulu nous transmettre. Et au bout d'un moment, ça circule. Hein. Voilà. Donc on rend ce qu'on nous donne. Hein. Juste pour les plus jeunes d'entre nous, dont peut-être Antoine, je sais pas. La dernière séance, c'était une super émission. Ah oui. d'Eddie Mitchell, oui, qui a été oui, grande partie de notre cinéphilie pour une partie bah, d'entre nous, qui passait un film en VF, souvent un cartoon d'ailleurs, c'était assez génial, et un film en VO sous-titré juste après. Donc voilà, et donc c'est vrai que on le voyait arriver, et donc je pense que même sans... Il y a plein de gens qui n'ont jamais été dans le cinéma, mais on connaît par cœur ce cinéma. Oui, 14 ans de tournage de cette émission, ouais. Voilà, du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose que vous êtes en train de dire. C'est ce que vous avez l'impression que vous connaissez finement votre public. Du coup, est-ce que vous avez cette chance d'avoir une idée assez précise de qui est votre public ? Oui, j'ai envie de dire oui, parce qu'au final, ça fait quand même quelques bonnes décennies que j'y travaille. Et du coup, c'est vrai que ça fait 20 ans. Donc je connais le public, je connais même les enfants de mon public, voire les petits-enfants.
Et puis la ville a beaucoup changé. On est en train d'y construire le métro. Donc j'ai vu aussi la transformation de cette ville. En face de ma fenêtre, là où j'ai mon bureau, à peu près comme ça, je vois les travaux du métro, tous les immeubles qu'on a détruits. J'ai d'ailleurs filmé parce que je trouve que c'est aussi important d'être un témoin de cette transformation urbaine. Et donc, on voit vraiment la ville qui se transforme, les métros qui arrivent, les promoteurs. Romainville, là où je travaille, a été la ville la plus où il y a eu plus de promoteurs. Donc, on avait à l'époque François Hollande qui était venu donner un diplôme à la maire de Romainville parce que c'est là où il y avait eu plus de constructions neuves. Je ne sais pas si on peut donner des diplômes pour ça, mais en tout cas, il y en a eu. Donc voilà, et le public qui arrive, les nouveaux, beaucoup de Parisiens qui arrivent à Romainville, c'est un peu la conquête de l'Est, le nouvel Eldorado, ils sont en quête de programmes justement, beaucoup pour les enfants. Ils arrivent, c'est des jeunes couples, ils ont des enfants de 3, 4, 5 ans, et ils sont quand même assez avides de cinéma de qualité, et puis de chaleur humaine. Donc ils recherchent ça. Ils sont déjà un peu après les complexes. Et ils ont envie d'avoir autre chose en fait. Et voilà. Et plus on fait d'événements le week-end, et plus on arrive vraiment à leur parler. Et puis on voit beaucoup les enfants des écoles, des collèges et des lycées. On prend beaucoup de stagiaires aussi, de jeunes avec qui on noue des liens et qui deviennent des prescripteurs. Ouais, voilà, ils sont là, ils rôdent, ils traînent, ils parlent avec tout le monde, ils veulent voir des fois même ils projettent le film parce que ça reste entre nous, ils n'ont pas trop le droit, mais ils montent en cabine et puis ils sont tout contents. Depuis qu'on est passé au numérique, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Mais juste pour rebondir, tu as dit aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand même, tu parlais du cinéma d'animation, la multiplication des films. C'est vrai que nous, on le voit, c'est devenu quand même un secteur porteur, qu'il y a des longs métrages, mais il y a de plus en plus aussi de distributeurs qui se sont spécialisés dans les programmes de courts métrages pour les enfants, ce qui n'intéresse pas du tout les multiplex. Les multiplex ne basent que du long métrage. De plus, eux, ça ne les dérange pas que des enfants de 3 ans viennent voir des films de 2 heures, ça c'est pas très très grave. Alors que nous, justement, en travaillant avec des distributeurs qui proposent des programmes qui sont adaptés à l'âge des enfants, qui ont des durées comme ça entre 35, 45, 50 minutes, qui permettent de passer des films depuis 3 ans, etc. Et ça, nous, c'est une grosse partie justement de notre travail, c'est de proposer ces films. Et comme tu le disais, nous, il y a aussi tout ce travail d'accompagnement, d'animation des séances, qui est un peu le cœur de notre travail et ce qui nous différencie vraiment de l'exploitation classique, où le but c'est de faire entrer les gens en salle, de consommer du film comme ils consomment du popcorn. Donc voilà, alors que nous, il y a vraiment créer un lien, donner envie aux gens de revenir, de participer. Et à ce que tu fais dans ton festival, ce que je fais aussi, des ateliers de programmation, c'est dire aussi que la salle, elle appartient à cette population. Et donc c'est de lui donner par moment les clés aussi et lui faire découvrir, parce que même quand dans le cas des dispositifs tu parles de cinéma avec des adolescents, pour eux en gros il y a un réalisateur mais il fait tout quoi. Donc il n'y a aucune compréhension de tout, comment ça se construit, de tous les métiers, de programmer qu'est-ce que c'est, des obligations que tu as en tant que salle, etc. Et donc ça, c'est tous ces éléments-là, c'est hyper passionnant parce que après, c'est aussi donner envie à ce public justement de s'emparer des choses, de faire des choses, quoi. Et quand vous faites des rencontres autour des films d'animation, ça se passe comment avec le public? Comment vous orientez les questions et quels sont les sujets qui vous intéressent, notamment sur la technique, par exemple? Sur la technique, alors, parce que là, c'est vrai que c'est comme à chaque fois, moi, j'aime bien préparer mes interventions, j'ai fait tout un truc, là, on parle dans tous les sens, mais bon, c'est pas très grave, mais en gros, moi, j'avais pensé, justement, j'avais noté une petite chose, c'est quand on parlait de la spécificité du cinéma d'animation, pour nous, en tant que salle, qui travaillons justement autour souvent de séances avec des animations, le cinéma d'animation, c'est un bonheur. Parce qu'en gros, quand tu accueilles un réalisateur ou un assistant réalisateur, moi je vois l'exemple par exemple sur Wardy, on avait le premier assistant réalisateur qui était venu. Il est venu en gros avec une mallette. Il a ouvert sa mallette, il avait un décor de Wardy et le personnage de Wardy en marionnette. Et il avait juste avec un ordinateur portable,
la question du 35 mm et du numérique pose des questions, mais c'est vrai que le passage au numérique apporte aussi des choses en tant que salle. Là, il branche son ordinateur et en gros, il le met en face et puis il fait l'animation image par image et c'est projeté en direct sur l'écran et les spectateurs voient tout de suite ce que c'est. Alors que des fois, quand tu parles de direction d'acteurs, etc., pour des enfants, c'est pas si simple de comprendre ce que c'est, ou de post-production, alors que là, en gros, ils voient ce que c'est que le stop-motion, et en plus, nous, on fait régulièrement des ateliers, donc ils manipulent, puis en plus, on le voit, les gamins de maintenant, le stop-motion, tu mets, comment on s'appelle, un ordi, il a appuyé sur un bouton, il bouge, si tu veux, en 2 minutes, toi tu dis, il faut faire ça, en gros, il te pousse, et il le fait à ta place, il a compris, quoi. Donc c'est vrai que l'animation a aussi cette force-là, que c'est un vecteur de compréhension et de prise en main direct pour le public. Toi, tu voulais aussi, tu m'avais parlé aussi de ta rencontre que tu avais organisée autour de J'ai perdu mon corps, et ça s'était passé comment ? Oui, alors J'ai perdu mon corps. En fait, on a travaillé, on a fait un projet avec un collège et on a appelé ça la classe Sabbat. Parce que deux animateurs de cinéma d'animation, Benjamin Massoubre, qui est la star du montage en ce moment dans les longs métrages d'animation, et Alexis Ducor ont travaillé avec une classe sur la préparation de leur prochain film, qui s'appelle Sabbat, mais qui est prochain film dans 5 ans. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on les connaissait, et moi j'avais envie, en ayant vu J'ai perdu mon corps, de sortir justement de la case 14h30. Parce que systématiquement, en tout cas chez nous dans le cinéma, on n'a pas encore tout à fait les mêmes données, on va dire, Laurent et moi. Quand on passe un film d'animation, c'est 14h30. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc ça veut dire c'est l'heure des enfants. Et c'est vrai que pour nous, on a une seule salle dans le cinéma. Donc les films se battent pour avoir certains horaires qui marchent mieux que d'autres. Donc pour avoir une soirée, il faut se battre. Il faut prendre la place d'un autre film et donc d'imposer un film d'animation à un horaire où c'est absolument pas habituel. Et donc, pardon, juste, ouais. Je comprends pas. Qui impose ces horaires ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce que c'est quand même vous qui décidez comment vous programmez votre salle. Non, parce qu'en fait, oui et non. On est 2 programmateurs. Moi, je suis responsable jeune public. Et je suis soumise avec bonheur à la programmation de mon directeur, voilà. Avec bonheur ? Oui, avec bonheur, voilà. Et du coup, qui est tout nouveau, d'ailleurs, il vient d'arriver, je lui passe le bonjour. Avant, c'était ma directrice. Et donc, les horaires du vendredi soir ou du samedi soir sont très prisés, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Donc, si moi, je veux passer J'ai perdu mon corps... Moi, et en fait, pourquoi c'est moi, je sais pas, parce que ça pourrait être lui, c'est pas un film d'animation spécialement pour enfants. Il se trouve que c'est moi qui le vois. Parce que il fait partie les films d'animation sont montrés en priorité à des responsables jeunes publics. Voilà. Donc ça devient le mien, et j'ai envie qu'il passe, mais j'ai envie qu'il passe avec tout le monde, et pas seulement auprès des enfants. Et donc je pousse et je dis, je veux le vendredi soir à 20h30. Et on me répond, est-ce que tu es sûr que ça va marcher ? Qu'est-ce que je réponds, moi ? Je suis pas magicienne. Et ben je dis c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est que non, je sais que ça va pas marcher. Je le sais en fait, parce que j'ai une petite connaissance maintenant du public. Mais la question, j'aurais aimé qu'on me la tourne autrement, c'est à savoir comment peut-on faire pour que ça marche à court terme sur ce film-là, comme à long terme sur le cinéma d'animation en général, pour qu'il soit pas non pas, on va dire une réalisation technique de l'animation, mais ça soit du contenu, un documentaire, un film fantastique, un policier, il y a tout un tas de genres en fait dans le film d'animation. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit perçu autrement que comme le film d'animation et ça s'arrête là. Mais c'est super intéressant ce que tu as dit juste à l'instant. C'est qui ? C'est-à-dire que c'est les distributeurs, c'est les réalisateurs, c'est les producteurs qui disent c'est un film d'animation, on va le présenter d'abord aux gens du jeune public, parce que c'est un peu fou cette idée finalement. Oui. J'ai perdu mon corps en effet pour être montré à plein de gens. Pourquoi forcément qu'à vous, jeune public ? Il y a encore toujours ce problème de l'animation pour jeune public, on n'en sort toujours pas. Oui, mais ça c'est, on voulait en parler. Après, si t'as des choix, par exemple, on en parlait tout à l'heure, moi, il y a un truc qui m'avait fait halluciner, c'est un film magnifique qui est La jeune fille sans main,
de Sébastien Ledebach. Et en gros, nous, on l'avait vu, moi je l'avais vu avec d'autres dans une projection mise en place par l'association ACRIF, qui entre autres coordonne lycéens apprentis au cinéma et qui, comme ça, met en avant des films. Et en nous disant, il faut que vous voyez ce film-là, il est hyper intéressant et tout. Donc on voit le film et clairement, c'est un film qui peut aller du jeune public à partir de 10 ans jusqu'à tout public, quoi, très clairement. Surtout que dedans, il intègre des très belles choses autour de l'érotisme, etc. Sauf que le distributeur, déjà à l'époque, n'avait pas choisi la date de sortie et il nous dit, voilà, on hésite entre la période de Noël ou une période, je sais plus, c'était février, etc. Donc nous, connaissant les sorties, à ce moment-là, je crois qu'il y avait un Disney de Noël d'annoncé, quoi. On leur dit, si vous vous positionnez là, déjà, vous allez être vu par le public comme un film de Noël, donc comme un film pour enfants. Et en plus, vous allez vous faire défoncer par Disney, quoi. Parce que toute la presse, ça va être le rouleau compresseur, et vous n'allez ni exister dans les médias, ni dans la vision du public. Bon, ils nous ont absolument pas écoutés. Il est sorti donc dans cette période de Noël, et il s'est fait défoncer. En face de Star Wars. Oui, C'était Star Wars à l'époque. Bon. Et l'autre élément, c'est qu'en plus, nous, ils nous présentent, parce que de plus en plus, alors ça, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais les distributeurs, surtout ceux qui travaillent en direction du jeune public, mettent à disposition des salles, des enseignants, des centres de loisirs, etc., tout un ensemble d'éléments d'accompagnement qui vont de communication, des PLV, des affiches, etc., des documents pédagogiques, des documents pour animer, etc., et puis une sorte un peu de merchandising, on pourrait dire, donner, goodies, donner. Et là, en gros, on nous présente un petit sac en jute, éco-responsable, machin, avec des crayons de couleur et un livre de coloriage, quoi. Et on se dit, sur la jeune fille sans main, et vous voulez le défendre comme étant un film tout public. Je veux dire, des parents qui voient ça se disent tout de suite, c'est un conte en plus, donc c'est un film pour enfants. Et moi, j'ai eu le truc, c'est que je l'ai passé en scolaire et j'ai fait une séance avec Sébastien en soirée. J'ai eu 14 personnes. Bon. Après, les gens ont adoré. Et moi, en discutant avec les gens ont dit, en voyant l'affiche, ils se sont vraiment dit, c'est un film pour le jeune public. Après, dans cette connaissance qu'on a du public, moi j'ai des habitués qui m'ont dit, si tu nous l'as proposé, on se dit oui, ça peut être aussi pour nous. Et c'est vrai que le lien peut à des moments permettre de franchir cette barrière. Elle ne marche pas à tous les coups, elle marche vraiment parce qu'on connaît notre public, mais on ne connaît pas non plus tous les gens qui viennent. Il y a des choses, des liens qui se créent comme ça. Après, quand on parlait du rapport justement aussi de l'intérêt de l'animation, c'est que c'est comme dans toute personne qu'on fait intervenir pour le cinéma, il y a les bons et les mauvais clients. Sébastien, c'est un bon client. Il arrive, il branche son ordinateur sur votre écran de cinéma et en gros, il a sur son site tous les éléments de fabrication de son film, quoi. Et c'est un bonheur. En plus, vous n'avez rien besoin de faire. Il anime la séance tout seul. Et franchement, moi, le public qui était là, il a adoré. En plus, moi, j'avais acheté le bouquin pour mettre à disposition le livre illustré là, qui était sorti, etc. J'en avais acheté 15. Ils étaient 14. Les 14 ont été vendus, quoi. Donc la preuve que il y a eu un vrai truc, quoi. Mais après c'est toujours comment réussir à ce que une niche ne soit plus une niche. C'est ça qui est compliqué. Ouais, je voulais juste poursuivre et finir sur J'ai perdu mon corps quand même. Donc la rencontre a eu lieu. Il y a eu une 30aine de personnes. Donc objectivement non, ça n'a pas marché, mais les 30 qui étaient là étaient très contents et le film maintenant a rejoint le dispositif lycéen au cinéma, donc il va être montré vraiment à une grosse échelle à des lycéens. Juste avant qu'on fasse peut-être c'est le réalisateur, c'est l'animateur, je ne dis pas. Excusez-moi, il faut toujours que je la ramène. Non, parce que c'est intéressant. C'est assez passionnant ce que vous dites, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Je me rappelle d'une très belle rencontre que j'ai eu la chance de faire sur Louise en hiver, à Senlis Cinéma, une association qui fait des séances sans dire aux gens ce qu'ils vont voir. Et en fait, pour eux, ils se demandaient, les gens de l'association disaient comment on pourrait vendre Louise en hiver qu'on a adoré et les gens vont pas venir le voir. Et en fait, ils l'ont mis dans cette séance en disant
vous ne savez pas. Je suis venu la présenter et les gens ont dit, c'est quand même fou, je sais pas comment on peut changer ça, mais les gens disent exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, wow, heureusement que vous ne l'avez pas dit. Si on avait vu que c'était un film d'animation, on serait pas venu. Mais heureusement, parce qu'on a vu un très très beau film, c'était magnifique, merci beaucoup. Mais heureusement, sinon on n'aurait pas fait comme tu dis, Laurent, pour la jeune fille sans main. On voit l'affiche, alors encore plus la jeune fille sans main qui a tenté de jouer sur ce côté plus grand public, entre guillemets, on va dire. Mais là, on a encore cette problématique-là de finalement de se dire, c'est un film d'animation, c'est donc pas pour nous. c'est pas un vrai film. Hein. Ah, voilà. Il y a un truc comme ça. Oui, il y a ça. Ouais. Mais ce que tu disais sur Louise en hiver, c'est aussi intéressant parce que ça, nous après, on va avoir aussi des fois l'effet inverse, c'est-à-dire que la Guillonie, tu vas avoir le château des singes. Bon bah voilà, les enseignants, les centres de loisirs, bon ils décident de venir le voir ou pas, mais ils l'ont vu, film pour enfants. Louise en hiver, c'est un film qui peut être vu par des enfants, mais vu que ça parle de la vieillesse, et là le problème, c'est pas les enfants, hein, c'est les adultes prescripteurs, parce qu'en gros, voilà, c'est eux qui font le lien. Et donc, avant de toi, tu convaincs pas les enfants, tu convaincs les parents, tu convaincs les animateurs, tu convaincs les gens qui bossent dans les maisons de quartier, tu convaincs les enseignants. Et on voit qu'il y a des sujets où, en gros, dans un film pour enfants, ça devient difficile. La vieillesse, la mort, voilà. Moi, j'ai un autre exemple, hein, Une vie de chat, ça va très bien marcher. Le suivant, Phantom Boy, pas du tout. Bon, Phantom Boy, je pense que les parents, ils ont vu enfant malade. Tout de suite, ça a été rédhibitoire. Alors que le film c'est parce qu'il y a aussi beaucoup l'assimilation. Maintenant, le film d'animation, ça doit être un divertissement. Oui. Il doit y avoir des vannes, ça doit faire rire, il y avoir l'action, et ça s'arrête un peu à ça. Donc dès que tu sors et que tu commences à aborder des sujets qui sont des sujets d'auteur ou qui parlent de sujets qui sont plus profonds, d'une manière plus originale, différente, et ils disent mais qu'est-ce qu'on a vu là, c'est quoi ça, c'est pas un film d'animation. Ils disent rarement film d'animation, ils disent dessin animé. Oui. Donc quelle que soit la technique. ouais, voilà. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans le divertissement, le rire, la vanne et la blague, là il y a un gros point d'interrogation dans les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Après, même tu vois, avec des enseignants qui ont l'habitude, justement, qui ont quand même, parce que heureusement, il y a quand même qui ont cette démarche de te dire, bon, moi c'est bon, moi les gamins, s'ils veulent voir Troll 2, ils iront voir avec leurs parents. Moi, j'ai pas envie de leur montrer ça. J'ai envie justement de les ouvrir à des œuvres, etc. Mais des fois, même là, tu vas avoir des enseignants qui vont avoir cette démarche-là, mais il faut qu'on soit dans un côté quand même feel good, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là, je vois et j'espère, là, moi, j'ai fait mes prochaines propositions scolaires, je commence à avoir des retours sur Calamity Jane, etc. Voilà. Mais c'est clair que Phantom Boy, les mêmes enseignants auront quand même un recul en se disant, voilà, ça va être plombant, etc. Est-ce que en plus, maintenant, en gros, il y a aussi, moi, je le vois de plus en plus, ce discours. Ah, mais vous avez conscience, vu la situation en ce moment, moi j'ai pas envie de leur montrer ça. Vu la situation en ce moment, on arrête de montrer ce genre de films parce que malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer. Donc c'est aussi cette question-là, quoi. C'est-à-dire que si on est que dans du film comme ça, qui n'est même pas la question du divertissement, parce que pour moi, il y a une différence justement entre le plaisir et le divertissement. Le plaisir, on peut prendre du plaisir à des choses difficiles. Le divertissement, c'est la dictature, la mélodie du bonheur. C'est-à-dire où il faudrait qu'on soit content tout le temps. Alors, on n'a pas le droit à l'ennui. On n'a pas le droit, à affronter des choses, etc. Voilà, il faudrait que tout soit plat, machin, etc. Et c'est vrai, on a envie de dire aux enseignants, mais les enfants sont des êtres humains à part entière qui affrontent des obstacles dans leur vie, et on le sait tous, sans tomber dans le truc le cinéma va sauver le monde. C'est-à-dire que des œuvres nous questionnent et nous permettent aussi d'affronter la société, nos problèmes dans lesquels on vit. Donc en gros, c'est dommage de les couper de telles propositions. On va faire un petit break. Oui, avec c'est ça. Je vais te demander de présenter le prochain morceau. Alors j'adore la musique, j'en écoute beaucoup de tout genre. Je savais pas trop quoi choisir, donc j'ai choisi The Clash parce que récemment j'ai été voir un mini festival punk à Montreuil, place du Marché, et ça fait très longtemps que j'avais pas vu un concert, et en plus de punk, et ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit qu'est-ce que c'est bon, et récemment la semaine dernière j'ai vu un documentaire qui va sortir en salle et qui s'appelle White
Riot. White Riot, ouais. Et qui raconte, avec des images d'archives et des témoignages d'aujourd'hui, l'organisation d'un gros concert contre la montée du racisme dans les fin des années 70 au Royaume-Uni, et ça m'a fait énormément de bien, donc je vous le recommande. C'est pas de l'animation, mais c'est toujours d'actualité. En vérité, ça a pas beaucoup changé, donc ça vaut toujours le coup. C'est un super film. Et c'est Joker film, donc il sort. Je sais plus. Je crois. Bah, Ouais, si tu le dis. Ouais. Et donc on écoute le morceau. Je sais plus lequel j'ai choisi. C'est celui que je préfère au niveau du côté un peu reggae comme ça, qui mélange un peu les genres. On va continuer notre petite pause avec un podcast de Clémence Bragard, donc toujours Animation Hotline, une interview de Lia Bertels. Avant de le lancer, Clémence nous fait signe que l'émission est maintenant disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, iTunes, Google Podcast et Deezer. Vous pouvez aller l'écouter là-bas. C'est tous les mardis. Elle sort un épisode et en anglais et en français. Et elle nous signale aussi qu'avec l'AFCA, ils organisent une rencontre à la BPI ce soir à 19h30 avec le réalisateur Benjamin Nuel. C'est gratuit, donc c'est pour ceux qui ont... Ceux qui écoutent jusqu'à la fin, voilà. Quand même, mais c'est dommage parce que vous n'avez pas entendu longtemps... Vous n'avez pas entendu Francis revenir enfin sur les antennes de Radio Libertaire, ce qu'attend un peu tout le monde entier, hein, genre... Même gens comme son grand copain Macron, Francis Gavel est vraiment un grand copain évidemment, Macron a dit j'attends avec grande impatience le retour de Francis Gavel sur les antennes. Enfin, voilà, je suis désolé de dire ça aux auditeurs de Radio Libertaire, hein, c'est un peu dur de faire une espèce de coming out de Francis Gavel, qui est évidemment dans le couloir, hein, sinon je dirais pas toutes ces bêtises, vous en doutez bien, et qui vont consacrer un long moment à Joseph. On écoute donc Lia Bertels, à tout à l'heure. I don't know this number. That's exciting. Hello? Animation Hotline, c'est une messagerie vocale pour artistes isolés. L'annulation de trop nombreux festivals cette année a coupé court aux heureuses discussions spontanées où l'on parlait de projets en cours, d'idées embryonnaires, de films aboutis. J'ai eu envie de prendre des nouvelles de ces esprits créatifs, tout en laissant la liberté de s'exprimer au moment opportun, sans pression de l'immédiateté. Lia Bertels fait partie de la nouvelle génération d'artistes belges, diplômés de la Cambre en 2011. J'ai eu le plaisir de la rencontrer via nos amis du studio Tabasco, à Bruxelles, durant Anima. Ayant récemment vu On n'est pas près d'être des super-héros, je me demandais comment elle allait. De ses films à ses billets animés, en passant par des illustrations et clips musicaux en direct, son expression graphique, aux traits francs et aux couleurs pleines, nous fait découvrir l'intime et l'humanité profonde de ses personnages, certainement miroir de sa sensibilité épurée. Salut Clémence, c'est Lia Bertels depuis Bruxelles. Ça a été une période en effet assez étrange, ce Covid. Ça a été très, très étrange parce que mon film On n'est pas près d'être des super-héros venait de sortir. Donc très vite, il a été pris dans l'ouragan des festivals online ou des festivals qui n'existent même, enfin qui ont été annulés. Donc ça a été pas le meilleur moment pour sortir un film. Après c'est intéressant, même si je trouve que les festivals online, le côté humain, il est vraiment il est pas là, et donc c'est un peu triste, je trouve. Mais évidemment les festivals ils font comme ils peuvent, ils essaient de s'en sortir, et je pense que nous on doit jouer le jeu en tant que réalisateur et réalisatrice. De jouer le jeu, c'est pas comme d'habitude, et on va essayer de s'adapter aux conditions. Donc voilà, mais c'est sûr que tous les festivals sont annulés, donc c'est un peu triste. Après, au niveau du travail, au niveau vraiment en tant qu'animatrice, pendant le confinement, c'était assez. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en train de travailler sur une série Instagram qui s'appelle Plus 32, et c'est une série documentaire, fiction, sur laquelle je venais intervenir en animation. Et c'était beaucoup de travail, donc ça m'a vraiment aidée pendant le confinement à avoir quelque chose à faire, de continuer à animer et de pas sombrer dans la dépression de travail,
et de pas avoir de travail simplement. Donc j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Ensuite, il y a eu aussi, je trouve, beaucoup de demandes au niveau de l'animation, parce que tout ce qui était vidéo, tournage, il pouvait pas y avoir. Et donc à ce moment-là, il y avait vraiment une grosse demande par rapport à d'habitude. Des clips, des demandes avec des deadlines très courtes. Et c'était vraiment tout un monde qui d'habitude n'est pas trop lié à l'animation, qui en un coup me contactait en me demandant est-ce que tu pourrais faire un clip oui, il faudrait le sortir dans 2 semaines, des trucs comme ça où en fait c'est pas possible en tant qu'animatrice de faire ça, surtout quand on est sur un autre travail. Mais donc il y avait pas mal de demandes et c'était assez intéressant. Moi j'ai un peu vu ça comme pas par rapport au festival, mais par rapport vraiment aux animateurs. Il y avait un côté un peu âge d'or quand même, parce qu'on était des gens qui pouvaient travailler de chez nous. Et donc c'était une solution à beaucoup de choses, l'animation à ce moment-là. C'est une période là, les festivals c'est un peu silencieux là en ce moment à cause de toutes ces histoires de virus. Mais je suis contente parce que je suis sur un projet, je suis sur la préparation d'un projet, un long métrage avec Cécile McLaurin-Salvant. C'est une chanteuse qui m'a contactée pour réaliser un film sur une comédie musicale qu'elle a écrite, qui est vraiment magnifique. Et donc, elle m'a contactée et on est en préparation déjà depuis 1 an sur vraiment le visuel, puis évidemment la recherche de fond. C'est une chanteuse qui est basée à New York, donc on est plus du côté américain au niveau des fondations. C'est une autre façon de travailler et de chercher des fonds qu'en Europe, c'est complètement différent. En Europe, c'est plus l'État, en Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout ça, alors qu'aux États-Unis, c'est des fondations, c'est des distributeurs, tout de suite. C'est un autre monde, donc c'est hyper intéressant. Mais voilà, nous, on est encore fort concentrés sur vraiment le côté artistique, graphique. Donc ça tombe pas mal d'être sur la préparation d'un projet comme ça. Donc ça, je suis vraiment contente. Et c'est un projet que j'espère qui va voir le jour, et ça s'appelle Ogress. C'est un peu un moment aussi où j'ai un peu besoin de reprendre mes idées, de me recentrer un peu sur qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Parce qu'en sachant que le dernier film que j'ai sorti, c'est un film que j'ai écrit il y a 10 ans. Donc c'était un film que j'ai dû réadapter, si on veut, à qui je suis aujourd'hui, alors que c'était quelque chose qui avait été écrit il y a longtemps. Et donc maintenant, j'ai envie de vraiment me concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, comment j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de raconter les histoires. Et donc c'est un moment qui est assez agréable de pouvoir se permettre aussi de me reconcentrer là-dessus. Donc c'est une période plutôt douce, on va dire. Et voilà, s'il y a une autre personne de qui je voudrais prendre des nouvelles, ce serait Laurie Malépart-Traversy. C'est une amie que j'ai rencontrée à Annecy, au Festival d'Annecy, qui a réalisé le film Clitoris. Je l'aime beaucoup et je me demande comment elle va, parce qu'elle est au Canada, et comment ça se passe là-bas. Comment ça se passe, Laurie? Et voilà, merci Clémence, je t'embrasse fort. Voilà, on est de retour. Donc on a fait un petit peu un constat de comment c'était, enfin des difficultés auxquelles vous étiez confrontés. On voulait vous demander si vous aviez un souvenir d'une expérience, une séance en particulier pour laquelle ça a vraiment marché ou qui donne du sens à ce que vous faites, à tout votre travail. Bon, Laurent, t'as pas le droit de dire ça avec moi, même si je sais que c'était la meilleure. C'était ta séance préférée, mais bon, essaye d'en trouver une autre un petit peu. Ouais, ça va être difficile. Hein. Bon, après, avec Alexis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, quand il vient, il nous impose des choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'accueille, on est obligé de porter un t-shirt avec marqué j'adore Alexis. Mais tout le monde. L'animation, mais non, ah non, c'est plus direct. Ah non, mais tout le monde, c'est-à-dire même le public. Tu vois, au départ, le public comprend pas, puis s'habitue au fur et à mesure. Non, moi, il y a une chose qui me vient comme ça. On en parlait tout à l'heure, parce qu'on s'est retrouvés au bar avant, on peut le dire. On a bu que des cafés, ça va. Mais moi, j'ai un gros projet qu'on mène depuis des années à l'échelle de la ville autour de la Journée internationale des droits de l'enfant.
Et on programme un film pour les plus grands et un film pour les petits. Et dans ce cadre-là, ça dépend des années, ça dépend des capacités de chacun, mais on fait des fois des ateliers de programmation, donc autour d'un thème choisi par les centres de loisirs et les maisons de quartier. Et on va proposer des films et on travaille avec un groupe d'enfants qui vont sélectionner le film. Et ensuite, lors de la séance de restitution, on mélange centre de loisirs, maison de quartier, tout public. C'est eux qui vont gérer complètement la séance, un peu comme vous faites au festival, accueil du public, présentation du film, animation d'un débat, parce qu'on essaye de faire venir quelqu'un à chaque fois. Et je me rappelle une très belle année où ils avaient choisi Ma vie de courgette et j'avais réussi à ce que Céline Sciamma vienne pour parler de son travail, donc en tant que, là elle n'était pas réalisatrice mais scénariste, et c'est toujours génial de voir les questions des gamins, quoi. Parce que en gros, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure de l'adulte prescripteur qui souvent s'inquiète à la place de l'enfant, et de voir que Ma vie de courgette, moi je vois, il y avait des animateurs, en gros ils disaient oh là là, quand même ça va être plombant pour les enfants. Et là, on voit, tac, les enfants, ils rentrent dans le film, ils posent des questions. Et puis, vu qu'on avait bossé avec eux, ils commencent à parler aussi, justement, d'écriture. Ils commencent à parler un peu de mise en scène, etc. De pourquoi cette séquence, elle est là, machin et tout, quoi. Et Céline, qui était vraiment très, très bien. Et puis, à la fin, qui a halluciné, quoi. Et en plus, sur cette séance-là, dans la plus grande salle, quand vous arrivez sur une jauge de 270 places à avoir 230 personnes, vous êtes content, quoi. Vous êtes vraiment content, surtout que il y a une énergie, etc., quoi. Donc voilà, moi ça c'était une de mes très belles séances. Moi j'avoue que j'ai du mal à choisir, parce que c'est vrai que à part vraiment quand quelque chose fonctionne pas, à partir du moment où on fait de l'événementiel, une rencontre, un concert, un spectacle, du conte, tout ce qu'on veut, je trouve que c'est assez vite vraiment magique et ça laisse des souvenirs vraiment formidables, et les spectateurs, ils sont vraiment contents, ils sont sympas, et chaque fois ils nous remercient. On sent vraiment, ils nous dégagent de l'énergie, ça c'est vraiment systématique. Mais dans ma carrière, j'ai un souvenir qui a un peu surplombé les autres. C'était autour du film Arrietty, le petit monde des chapardeurs. J'avais repéré à la toute fin du générique, alors que tout le monde était déjà parti, que une certaine Cécile Corbel avait composé la musique du film. Et je me suis dit, tiens, c'est une Française. Et je connaissais pas. Et c'est vrai que j'ai commencé à écouter, et je l'ai appelée, en fait. J'ai trouvé son téléphone et je lui ai dit, est-ce que ça vous dirait de faire un petit concert chez nous en avant-programme? Elle a dit oui tout de suite, elle était enchantée. Et elle voulait pas se faire payer, en plus, elle était bretonne. Elle est venue avec son camion, dedans son équipe, son matériel, ses amplis. Elle a tout déballé. Elle a fait un concert absolument magique avant le film. Et ensuite, tout de suite, le film a démarré avec sa musique, et on voyait, c'est magnifique, c'est de la harpe, c'est de la musique celtique, c'était vraiment très très beau. Et ce jour-là, on avait 420 spectateurs, qui est notre jauge, et on aurait pu tripler la séance, puisque ça n'a pas arrêté. Pendant toute la semaine, ou les 2 semaines, les 3 semaines avant, tout le monde voulait voir cette séance-là. Et franchement, c'était à la fois c'était magique, et à la fois c'était vraiment aussi sympa de voir à quel point il y avait du monde ce jour-là dans la salle, et ça fait plaisir. D'où l'importance, mais vraiment, comme vous dites, d'accompagnement. C'est vraiment quand même fondamental. Quand on parlait de vivant tout à l'heure, mais d'un seul coup, moi je vois, on plaisantait lent, mais c'est vrai, de venir dans une salle, de présenter, de voir le public, d'avoir, et des fois même, moi j'ai fait des séances, une fois on est arrivé en sortant de l'école avec une personne dans la salle, et c'est une des plus belles séances presque, parce que on a quasiment fait la séance pour la personne, mais elle était passionnée. Cet accompagnement, c'est que ça soit musicien, là, co-scénariste, vous dites même pas les réals, enfin là on est vraiment sur des choses, c'est quand même... c'est fondamental, quoi. Ouais, alors après, par contre, justement, c'est vrai que c'est la spécificité, puisqu'on le voit, même si de plus en plus dans les multiplex, genre UGC, on va avoir l'équipe du film qui va venir, mais l'équipe du film, elle vient faire du marketing, elle dit quelques mois avant le film, elle s'en va, voilà. Bon, bien que UGC commence à prendre le pli, à faire des débats, maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Sur Mignonne, ils l'ont fait, par exemple. Mais nous, il y a quand même vraiment cette spécificité. Après, l'autre problématique que tu parlais tout à l'heure, ce sont les moyens humains, etc. Et on s'aperçoit que de plus en plus, et là c'est pas lié à l'animation, c'est lié au cinéma en général, c'est qu'il y a des films, si on les accompagne pas, il y a personne.
C'est-à-dire qu'en gros, il faut limite faire une avant-première avec une rencontre ou un débat ou une animation, etc., pour espérer que le bouche à oreille permette au film d'exister quand on va l'exploiter sur la durée. Sauf qu'on n'a pas les moyens de le faire sur tous les films. Et le problème, c'est que, par exemple, si vous prenez... là, on va être autre chose, qu'il soit animé ou pas, le documentaire, on s'aperçoit que de plus en plus, à part si vous avez le truc genre demain, on vous parle sur TF1, etc., si vous faites pas ça, vous aurez personne. Sans compter que, dire on va faire une rencontre, c'est bien, mais en plus, il va falloir aller chercher des associations locales, voilà, faut... Et avec aussi ce défaut, si c'est un défaut, qu'on va se retrouver à un moment où on va attirer le public sur une thématique et puis sur une œuvre, qui est aussi la problématique, quoi. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, moi j'ai un exemple, c'est-à-dire que nous on est un peu particulier, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, nous on a les 3 labels, Art et Essai, Jeune Public Recherche, mais on a 3 salles. Maintenant, on est environné de multiplex qui nous concurrencent, mais pendant des années, on était sur un territoire de plusieurs villes qui n'avaient pas de cinéma à part le nôtre. Et c'est une vraie volonté culturelle de la mairie de proposer du cinéma à tous. Donc, dans la grande salle, on programme aussi du blockbuster, de la comédie française, etc. Et donc, on se retrouve, par exemple, quand on programme un film d'animation de Disney, eux, ils nous demandent du plein pot. C'est-à-dire que pendant une semaine, dans une salle, on est obligé de le passer à toutes les séances. C'est-à-dire même à 20h, parce que des fois, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais c'est de l'occupation. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de concurrents qui se mettent à la place. Mais on programme aussi du film d'animation adulte. Moi, je me rappelle d'une soirée avec Valse avec Bachir et Scanner Darkly, avec en gros un intervenant qui était Emmanuel Burdeau, qui était plus sur les nouvelles formes de l'animation, mais où en gros la majorité des spectateurs étaient venus sur la question de Valse avec Bachir. On avait même des gens où en gros leur famille avait connu Sabra et Shatila. Et on voit que de plus en plus, alors c'est important, mais où en gros le film va être porteur d'une thématique, mais pas forcément regardé comme œuvre, quoi. Et moi, je me posais la question aussi de... quelles sont vos contraintes, c'est-à-dire en termes d'entrée, à quel point on vous met la pression sur ça, parce que c'est aussi... à un moment, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une initiative qui peut-être ne fonctionne pas au début, on ne peut pas créer un rendez-vous avec les gens sur l'animation, on peut parler un tout petit peu d'animation adulte, par exemple, arriver à faire une programmation d'une séance régulière qui soit le soir et pas en journée. À quel point vous avez la possibilité de créer ça, et quelles sont vos contraintes, qu'est-ce qu'on vous met comme contrainte sur les entrées? Est-ce qu'il y a une pression que vous avez vis-à-vis de ça ou... Par exemple, je finis du coup, comme ça je fais aussi la prévente de J'ai perdu mon corps. Quand ma directrice a vu qu'on avait fait 30 entrées en soirée sur ce film-là, elle m'a dit, là, franchement, va falloir se poser des questions. Je suis pas sûre qu'on puisse reproduire ce genre de choses. Donc, évidemment, pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi baisser les bras face à la difficulté? Si nous, on le fait. Nous on le fait pas, défendre des films d'animation, et en plus c'est un film qui a été porté par toute la presse, il était film inter, il était vraiment soutenu, donc c'était encore assez simple, on va dire. Mais si nous on fait ce travail de baisser les bras à la première difficulté, je vois pas qui va le faire à notre place. À un moment, les réalisateurs, il faut bien qu'ils aient des écrans, faut montrer leurs films et des spectateurs pour les voir. Donc notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de se dire bon, là il y a un problème, il va falloir qu'on se retrouve les manches et qu'on se donne les moyens de faire des, je vais pas dire des entrées, parce que c'est pas comme ça qu'on raisonne. Pour nous, c'est pas des clients, les gens, quoi. Notre rôle, c'est de mettre en relation les spectateurs avec les auteurs, pour que chacun, parce qu'un auteur, il a envie que son film y soit vu. Donc c'est notre métier de le montrer. Voilà. Après, au niveau des contraintes de public, moi on me dit pas
tu dois faire ton et tant d'entrée. Concrètement, je programme les films que je veux. Je le fais à ma façon, en tenant compte aussi de cette mission aussi de programmer des films des fois grand public. Mais par contre, à ces films grand public, on pourra adjoindre quelque chose de plus compliqué. Par exemple, sur ça qu'on fait des cinéphilos sur des films grand public. Donc hop, le public vient et il repart avec un bagage avec la philo derrière. Donc on essaye comme ça un petit peu de mixer pour qu'il y en ait pour tout le monde. Bon, en tout cas, moi, il n'y a jamais personne qui me dit non, ça tu passes pas. À partir du moment où je reste dans ma case, on me laisse tranquille. À partir du moment où je vais sortir de ma case et aller en soirée sur de l'animation plus adulte où on ne sait pas trop où la mettre, là ça devient plus compliqué. Et par contre, au niveau des distributeurs, il faut savoir que pour avoir un film en première, deuxième ou troisième semaine, on promet des entrées et on promet des séances. Donc en gros, là pour Calamity, qui va sortir en octobre, qui a eu le cristal à Annecy, que j'ai entre guillemets en sortie nationale, j'ai dû promettre à GBK 12 séances du film. Et on a un seul écran. Donc 12 séances du film, ça veut dire qu'on est obligé de sortir du mercredi, du samedi et du dimanche après-midi. Donc là, boum, on pousse les meubles et on met vendredi soir, samedi soir, etc. C'est-à-dire que GBK te le donne pas. Les 12, c'est dans le contrat. C'est signé et si... Oui. Enfin, c'est signé, les contrats ça n'existe plus. Enfin, bon, quand je dis c'est ça allô, Valérie, c'est juste que la fois blablabla. d'après, t'as pas d'autres films si voilà, tu respectes pas. Même alors, est-ce que ça veut dire que les petits, entre guillemets, parce que GBK est l'un des gros producteurs, des distributeurs en anime, doivent utiliser les mêmes finalement outils, je sais pas. Non, après ce qui est on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que chaque distributeur fonctionne différemment, mais c'est vrai que des fois on est surpris. C'est-à-dire qu'il y a des gros distributeurs qui ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que tu sois une petite ou une grande salle, ils s'en moquent. C'est-à-dire qu'eux, c'est plein pot. Tu peux pas, tu seras en 4e semaine. C'est pas grave. Il y a des petits distributeurs qui connaissent la situation et qui savent que, justement, si tu es mono-écran, 10 séances, c'est quand même dur à tenir, surtout que ton public, lui, il n'a pas forcément envie de voir Calamity Jane, il veut voir aussi La Bonne Épouse, il veut voir tel film, etc. Bon. Et ils l'entendent. Et il y a, justement, des distributeurs que tu penserais qu'ils aient cette conscience-là, ils ne l'ont pas. Et ça, c'est très compliqué. Alors, des fois, on comprend parce qu'ils ont un bon film, ils veulent le défendre, ils veulent l'exposer, mais sauf que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, il vaut mieux 3 séances très bien placées et bien accompagné, que, 10 séances, où à la fin, le mec, c'est encore pire, parce que ça va tellement, tu vas avoir le même nombre de spectateurs, mais dilué, et à la fin, quand il reçoit les chiffres, il a envie de se tirer une balle. Puis j'imagine, tes spectateurs, spectatrices, après, je vais laisser, mais Nicolas, mais spectateurs, spectatrices, c'est un peu comme tout, tu arrives dans la salle, si jamais il y a 3 personnes, c'est pas la même chose que quand tu as 20, 30, 40 personnes où tu vas faire un bouche en disant il y avait plein de monde dans la salle, alors que là, non, il y avait personne, et des fois, ça peut même influer. C'est bête, mais sur notre vision du film. Ça déprime tout le monde, même les caissiers, les projectionnistes, ils sont contents d'être là quand il y a du monde. Hein. On a l'impression de ne pas travailler pour rien. Donc tout le monde, en fait, c'est une énergie positive que d'avoir du monde dans la salle. Et moi, j'avais une question quand tu disais que ça a forcé à justement quitter le mercredi 14h30, samedi 14h30, dimanche 14h30. Mais est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon une bonne chose parce que ça permet aussi finalement d'essayer d'exploiter ces films-là sur des créneaux qui normalement ne le sont pas et d'essayer justement de finalement trouver des solutions pour que le public puisse venir aussi. Oui, tout à fait. Je valide ce que tu dis, d'autant que j'ai fait un argumentaire parce que pour pouvoir justifier auprès de mon directeur que je voulais des créneaux en soirée, j'ai dû argumenter et j'avoue que ça m'a fait assez plaisir de me dire mais je crois que même si m'en avait demandé 5, tu vois, même 6, j'aurais quand même demandé au moins une soirée. Pour justement, parce que ce que j'expliquais à Pascal quand on en a un peu parlé, c'est que j'aime aussi l'idée que l'après-midi, une séance l'après-midi, c'est les parents accompagnent leurs enfants. Et le soir, c'est les enfants accompagnent leurs parents. Et donc ça fait une soirée et presque une soirée de gala. Là, le 16, on va recevoir Rémi Chaillet, 16 octobre. Je voulais que ça soit une soirée, pour que ça soit un moment qui reste magique, parce que des fois, on sort pas le soir, c'est assez rare. Donc sortir comme ça, voir un réalisateur, un film magnifique, on s'en souviendra, peut-être qu'il y aura un verre avant, peut-être qu'il y aura un restaurant. Et du coup, ça crée vraiment un climat qui sera hors du 14h30. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On sait pas, on va au cinéma. L'idée c'était de marquer le coup. Donc oui. Et la question c'est, est-ce que si GBK avait imposé seulement 3 séances, ou au minimum 3 séances, c'est pas possible. Est-ce que
non, mais au lieu de 12, mais 3, est-ce que ça aurait été facile d'obtenir une soirée, par exemple, pour un film comme ça? Alors, si tu avais dit 3, moi, j'en aurais fait 6, déjà. Oui. Voilà. Et oui, je pense, de toute façon, je pense que je peux aussi, c'est rare que... Salut Julien. C'est rare que j'obtienne pas ce que je veux par rapport à ça, quand même. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment eu le temps de rentrer dans le détail, mais chaque cinéma est différent. On n'a pas eu le temps de parler foncièrement de notre rapport au territoire, du nombre de salles, de comment on est soutenu par la mairie ou pas, parce que nous on est soit en régie directe, soit par un municipaux, etc. Mais ça compte dans la façon de programmer. Moi j'ai 3 salles, je programme pas du tout de la même façon. Ça fait des années que j'ai l'habitude de passer, soit par obligation, soit par envie, des films sur d'autres créneaux. Et puis il y a des choses, sur l'animation japonaise, on sait très bien qu'on a des adultes qui vont venir. Donc par exemple, passer un Miyazaki que à 14h30, c'est une connerie. On va peut-être même avoir des fois sur des séances plus d'adultes et d'ados que d'enfants. Donc c'est aussi ça, c'est que chaque film a sa place. Après, on est dans un rapport économique, c'est que certains films ne devraient pas être à cette place-là, mais on nous les impose. C'est différent, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et une autre question que je me posais, vous qui avez justement un rapport plus intime avec votre public que tous les multiplexes ou autres, est-ce que venir justement chercher le public en leur disant « venez voir ce film, c'est un film d'animation, mais non, ce n'est pas un film pour enfants comme d'habitude, etc. » Est-ce que ça les fait pas venir justement davantage voir ces films-là à certaines séances, par exemple? Concrètement, comme à la différence de Laurent, comme on n'a qu'un écran, c'est une expérience qu'on fait peu. Et qui chaque fois malheureusement ne fonctionne pas très bien. Donc on peut leur dire de venir en toutes les langues et de toutes les façons. Malheureusement, beaucoup de sièges sont vides. Par contre, le sujet d'aujourd'hui m'a amené à réfléchir à cette question davantage, peut-être parce qu'effectivement on est pris aussi dans l'actualité, on est pris dans nos contraintes à nous qui sont celles du jeune public. On se rend compte que nos directeurs ou autres programmateurs n'ont pas forcément accès finalement à ces films-là, ou alors ils la regardent pas, ou alors j'en sais rien. Nous, en tout cas, quand on va au festival d'Annecy, moi je connais que des responsables jeunes publics qui vont à Annecy. Je sais pas pourquoi. Alors qu'au final, il y a pas énormément de films pour les enfants à Annecy. C'est pas, voilà. Donc quelque part, il faut revisiter un peu la carte du cinéma d'animation. Et en discutant avec notre nouveau directeur, l'énergie est arrivée, l'envie aussi, le questionnement, la réflexion. Et on a bien envie finalement d'essayer peut-être de lancer un festival du film d'animation pour adultes pour montrer justement la diversité du genre et commencer à amener une autre réflexion là-dessus. Ça tombe bien, je cherche une salle pour mon festival, donc on pourra en parler. Génial, ouais, super. Quand les choses se vont comme ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, Nicolas, c'est bien parce qu'il y a une remise en question de l'autre côté. Et moi, je parle aussi au genre de l'anime, mais une remise en question de notre côté aussi. Je reste persuadé qu'on est tombé sans le vouloir dans l'animation est devenue un genre, on en reparlera, mais sans le vouloir, on l'a pas fait exprès, c'est une technique, on le sait bien, mais on tombe un petit peu là-dedans, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des vrais films pour adultes. Et quand je dis des vrais films pour adultes, Louise en hiver peut être vu, mais c'est quand même en effet très fort pour les adultes et qu'on amène les gens. C'est-à-dire que par exemple dans La Tortue Rouge, qu'on mette pas, et j'aime beaucoup Michael Dievitt, mais forcément le côté un peu rigolo à un moment donné pour faire et qu'on prenne les adultes, un peu comme dans les séries, réellement au sérieux. Et moi, je sais que même J'ai perdu mon corps, certaines personnes m'ont dit par exemple, ouais c'est super bien, j'aime beaucoup le cinéma de Jérémy Clapin, mais ça reste quand même ado-adulte, quoi. Il y a quand même des choses. Alors, je suis pas complètement d'accord, je pense que ça va plus loin que ça, mais il y a encore quand même cette réflexion. Et la personne qui m'a dit ça est quelqu'un qui aime beaucoup l'animation, qui a créé même un gros festival de court-métrage dans le centre de la France, vers Clermont-Ferrand. Donc voilà. Donc, quand même. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ça. Non, mais c'est important que nous aussi, on se dise ça. C'est quoi, finalement, faire de l'adulte et non pas, comme souvent, on fait de l'ado-adulte. C'est comme Bling Blanc qui pose des questions, c'est l'ado-adulte. C'est d'un seul coup, c'est se dire, de suite on met l'ado parce qu'on a toujours peur de se dire on va aller trop sur l'adulte et on va perdre trop de spectateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Oui, puis Laurent, tu disais aussi, il y a une sorte de malentendu entre le cinéma d'animation pour jeunes publics et pour adultes. Et du coup, ça pose problème pour la programmation, notamment. Dans quel sens ? Parce que par exemple, La Jeune fille sans main, où il y avait une erreur de doublage. Oui, de ce côté-là. Ouais.
Ouais, et puis après, nous, on parlait chacun fait son autocritique. C'est vrai que nous, par exemple, dans nos programmes, souvent, les films jeunes publics sont ciblés. C'est-à-dire qu'ils sont mis en avant pour que justement les familles savent que c'est un film qui leur est destiné. Et des fois, c'est compliqué. Parce que si tu fais ça, justement, automatiquement, les adultes, ils vont pas regarder. Donc, quand tu as un film qui est accessible aux deux, tu le mets où ? C'est ça qui est compliqué. Tu vois, là, par exemple, on parlait d'Ailleurs. C'est vrai qu'Ailleurs, moi, je vais le programmer. C'est un film qui, sur cette question, est pas parfait, mais qui est intéressant sur cette espèce de road movie sans parole, qui a des moments, on a l'impression d'être un peu dans une animatique de jeux vidéo, etc. Et qui peut être vu par des jeunes, et en même temps, qui est un film qui peut totalement être vu pour des adultes. Bah, tu le mets où dans ton programme ? Et c'est ça qui est compliqué. Parce que nos programmes sont de plus en plus complexes, pour plein de raisons, l'audio-description, la séance à tel tarif, le truc machin. Et donc, si tu mets le sigle ceci, l'emoji un tel, le truc, à la fin, ton programme, il est illisible, quoi. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est aussi compliqué que les gens, ils sont pressés, hein, donc ils prennent ton programme, ils font ça. Alors ça, c'est pour les enfants, hop, ça, c'est bâché. Donc voilà, c'est comment tu fais. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même... Alors après, justement, on parlait de la façon d'accompagner, mais aussi chaque film est différent. On parlait de l'animation japonaise. Moi, j'aime beaucoup ça en tant que spectateur. C'est vrai que tu parlais d'Akira. Moi, ça a été une des claques, parce que je fais partie de cette génération qui a vu de l'animation japonaise à la télé. Et après, quand on s'est vu Akira, Le Tombeau des Lucioles et Porco Rosso sur grand écran, voilà, on avait vu qu'il y avait un autre Ghost monde. in the Shell. Voilà, Ghost in the Shell, exactement. Pat Labor en vidéo, tous ces trucs-là. Moi, j'avais lancé. Voilà, on faisait une soirée par an avec plusieurs films, des animations et tout. Et là, j'avais des ados, des adultes, etc. Et puis ça s'était un peu effondré, comme si la génération avait passé. Voilà. Donc là, j'ai décidé de le relancer. Donc l'année dernière, j'ai fait dont une journée avec Miyazaki, avec un jeune débutant très sympathique qui s'appelle Alexis Uno. Et il revient cette année, puisqu'on en refait une. Le samedi 16 janvier, là, je passerai Komaneko, le petit chat curieux, là, c'est un ciné-goûté, puis un atelier, Lupin 3 et Les Enfants de la Mer, que j'avais pas pu passer l'année dernière. Et avec Alexis, on passe Millennium Actress, qui est quand même un chef-d'œuvre du cinéma, hein, qui justement, là, faut arrêter. C'est vrai, comme tu disais, à des moments, quand on a Millennium Actress, c'est pas un film d'animation, c'est un film, quoi. Oui. C'est un grand film qui ouvre sur toute l'histoire du cinéma japonais. Et donc, j'avais offert une carte blanche à Alexis, qui nous a proposé, voilà, de programmer Le Château de l'Araignée. Donc voilà, on va faire une après-midi là-dessus, accompagné par Alexis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et qui montre que c'est très intéressant par rapport à la légitimité d'aujourd'hui. Vous savez, c'est un grand mot qu'on a, est-ce qu'on est légitime ou pas. Et le Château de l'Araignée est sublime, parce que c'est reprendre un grand nom, un grand romancier anglais, hein, Shakespeare, voilà, et comment l'adapter, comment le retravailler. Et je trouve ça absolument génial. Et puis il y a cette scène sublime dans l'actrice. Mais il faut qu'on s'arrête. Et j'entends la parole à Antoine. Il faut juste, en fait, oui, c'est un petit peu. Là, on va demander, parce que il est très énervé tout le temps, Laurent, pas tout le temps, mais souvent. Et donc, il nous a proposé une musique qui est aussi très énervée, qu'on va lui demander de présenter en 2 secondes, et ensuite on reviendra et Marie-Pauline introduira le reste des 35 dernières minutes. Et vous savez qu'on peut pas être en retard, puisque c'est Francis Gavel qui est après. Oui, alors très rapidement, moi, comme Dominique, je suis un gros fan de musique. J'ai des milliers de disques qui vont du black metal expérimental au funk ghanéen. Je me doutais que le black metal et expérimental, ça touche pas tout le monde. Et il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kazé, qui est pour moi le meilleur rappeur français, qui est une rappeuse que j'ai découvert il y a quelques années, qui est autant sur scène que sur disque, qui a une présence incroyable et qui surtout face, je trouve, à toute une partie du rap français, qui a des dialogues mais pourris au possible, qui dépasse pas le je nique la police, voilà. Là, il y a une vraie écriture. C'est quelqu'un qui, en plus, a fait du théâtre avec Virginie Despentes, Béatrice Dalle, qui a participé à des groupes qui mélangent rock, rap, comme Zo de Libre, avec Serge Tessoguet, et qui, là, a un nouveau projet qui s'appelle Osgang, avec un album qui sort qui s'appelle Gangrène, et donc il sera à la salle FGO Barbara, un des rares concerts. Moi, c'est pareil, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu de concert, le 5 octobre, donc j'espère qu'il reste des places. Moi, j'ai pris la mienne. Et donc le morceau sur cet album extraordinaire s'appelle Libérer la bête. Ça s'appelle
attention, à la gloire, non pas de mon père, mais de mon glaire. Et je vous dis que ça déchire. Pour la dernière partie de l'émission, on voulait absolument vous parler d'un film qui vient de sortir ce mercredi, qui s'appelle Ailleurs, de Gins Zilbalodis. C'est un réalisateur letton qui a donc fait un long métrage d'animation tout seul dans sa chambre sur son ordinateur. Et c'est absolument incroyable. C'était le prix Contre-champ à Annecy l'année dernière. C'est un film très beau, donc on va vous laisser Gins en parler. Et surtout, il faut aller le voir, il est en salle depuis mercredi. Qui s'est posé la question et quand est-ce qu'il s'est dit tiens, je vais faire un long métrage tout seul comme ça, et il dit qu'en fait ça n'a pas été une décision volontaire à la base. En fait, c'est qu'il avait 21 ans quand il a commencé à faire le film, il avait peu d'expérience et en fait il s'est dit qu'il y aurait peu d'opportunités pour lui de pouvoir faire finalement un long métrage, et il a pensé que c'était le seul moyen pour lui en fait en tant que débutant comme ça, c'est ce qui pouvait l'amener le plus facilement aussi à finalement comprendre toutes les étapes d'un long métrage. Donc voilà, et donc pour lui, en fait, il n'y a pas trop de différence entre le long et le court. Il a exactement travaillé comme dans le court-métrage et il n'y a pas tellement de différence. Et en plus, il a financé, il s'est dit c'est impossible de financer un long-métrage pour quelqu'un qui n'a pas de producteur, de productrice comme moi. Donc, je vais devoir le faire tout seul. Et donc, il a financé ça. Le film il y a 4 chapitres et donc il a fait 4 chapitres les uns après les autres. Et il a commencé le premier chapitre. C'est pour ça qu'on est sur une île où il n'y a pas grand-chose. Il a commencé où il y avait peu de choses à faire, peu de défis techniques, on va dire. Et plus il a avancé, plus il a commencé à avoir des défis techniques. Il dit heureusement, peut-être que j'ai commencé simple comme ça, parce que si j'avais fait trop de recherches, en fait, j'aurais peut-être fait quelque chose de plus traditionnel, et que là finalement j'avais des limites et j'ai essayé de travailler à l'intérieur de ces limites. So that's it. That's for the two first question. It's interesting when we look at your short film. It tends that you have not an opposition, but it's really some of them are in the city and some of them are in the nature. And I don't know if it's an opposition, but I don't know if it's your life is like that. I don't know if you live in a city, but you like to go in the forest and everything. But when we look at Followers and Rush, it's in the cities, but then the other one are in the forest. I was wondering about you, what you think about that, the city and the nature. I guess I live on the edge of a city, so I get to experience both of these, and I guess I prefer going outdoors, and I try to, like, even when making away, I was usually sitting outside, at least in the summertime, because I could just use my laptop and I could look at the forest, but now I'm kind of making these films mostly set in nature, because I just feel more comfortable, like making these landscapes that feel more organic, and that I guess I can experiment more, or kind of I don't have to try to replicate any city. I can just come up with my own thing, and I just enjoy kind of these organic things more and more. And even with the animals, that's something really important for you in your films. The reason why I have all these animals in a way is because I also knew that there wouldn't be any dialogue, so I kind of wanted that to make sense. So the main character doesn't really have anyone to talk to, and he also feels kind of more alone because there's no other persons there. So yeah, that's why all the animals, and my next film is also just animals. Donc je demandais à Gins si vous regardez un petit peu vous avez sur son Vimeo ses courts-métrages, et si vous regardez un petit peu ses courts-métrages, vous allez voir que certains sont vraiment dans la ville et certains sont dans la nature, et je lui demandais un peu son rapport entre la ville et la nature. Il nous dit qu'il habite à l'orée d'une ville, donc il est vraiment à la frontière entre la ville et la nature, et que il aime bien plus il peut aller en fait à l'extérieur de chez lui, plus mieux il préfère. Et même pour Ailleurs, donc là le film le long métrage, en fait il est souvent à l'extérieur, comme il pouvait utiliser son ordinateur portable, il pouvait rester à l'extérieur tout en regardant la forêt et faire son film en même temps. Et puis l'idée de faire des paysages aussi, c'est que quelque part il pouvait plus expérimenter, il n'était pas obligé de refaire une ville
telle que voilà, on l'imagine, ou une ville telle que lui la connaît, mais il peut plus se laisser aller dans l'expérimentation. Et puis surtout, il y a un côté organique qui est très important. C'est des choses organiques, et ça, c'est important pour lui de pouvoir travailler ça, ce côté organique. Je lui disais qu'il y avait aussi beaucoup d'animaux dans tous ses films. Il me dit oui, alors notamment là dans Ailleurs. Pourquoi aussi? C'est parce que si vous n'avez pas encore vu le film, il n'y a pas de dialogue, et donc le personnage évidemment peut se sentir seul, et les animaux permettent aussi d'avoir une interaction finalement entre notre personnage principal et justement, comme il n'y a pas de personne, quand même des êtres vivants autour de lui. Marie-Pauline? Yes, I wanted to talk about the influence or inspiration of video games. Everybody talks about video games, about your movie, and I wanted to know how you feel about it. Is it a real source of inspiration, or? Yeah, I guess there is an inspiration, definitely. Like mostly from kind of more indie games, where I guess some of them are called walking simulators, where you're just walking around in this environment and you don't really shoot at anything, or there's not really any goal per se, but you're just exploring, and so the stories are kind of told through these environments, and you kind of get to be like a detective in this environment and look for clues, and kind of there's all this history you can find, and yeah, so like from games like that, and I guess also from the aesthetic sense, there's some influence, because it was all made in 3D, like a way, but I wanted to have a really simple kind of graphic style, and I guess this kind of looks very similar to a video game, because it's very simple, and I don't have any textures even, or any lights on the characters, and yeah, but well, I guess it's obvious that there is an influence with video games, but it's not just video games. There are many things that kind of I like, and from live action films, and like from books, and just my own experiences traveling, and like being kind of alone in this, like in these strange landscapes, and so yeah, I kind of like to combine all these, and I like to combine the 3D animation where I can kind of move freely, and I can move the camera, and I can kind of strangely enough, I feel like in 3D I can explore more than other techniques, because I can just start animating and then kind of figure out the camera, and I can figure out everything later, so it feels more spontaneous, and I like that element from 3D, but I also like some elements from 2D hand-drawn animation, like the graphic look, and kind of not having too many details, and also from live action films, like the camera in my films is usually not very perfect. It's sometimes shaking, and sometimes it's a bit delayed. So like it feels, hopefully it feels like there's someone actually operating the camera. So I like to have these imperfections too. Ok, so la question était par rapport aux inspirations à un jeu vidéo. On en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment une inspiration? Donc il dit oui, notamment plutôt des jeux indépendants, hein, des jeux donc des simulateurs de marche. On marche comme ça, mais sans vraiment de but évident. On est dans l'environnement. Il y a pas on n'a pas à tirer sur des gens, des choses ou des choses. Enfin voilà, etc. C'est vraiment pas un but guerrier, on va dire. Il y a pas de but d'ailleurs forcément toujours. Et en fait, ce qu'il aime bien, c'est que ça permet d'être à l'intérieur de l'environnement. On est un peu comme une espèce de détective où il faut chercher un peu des indices sur cet environnement et quelle est l'histoire de ce qu'il y a autour de nous grâce à ça. Et en fait, il aime bien ce genre de jeu, mais aussi l'esthétique. Évidemment, 3D, il voulait un style graphique assez simple, assez efficace, enfin pas efficace, mais assez simple, pardon. Et il n'a pas de texture, il n'y a pas beaucoup de texture, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas même des fois de lumière sur les personnages. Encore une fois, il a voulu avoir cette idée simple de certains
jeux vidéo indépendants. Alors c'est une évidence les jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. La prise de vue continue, bien évidemment, les livres, ça c'est quelque chose, mais aussi le fait qu'il travaille, le fait qu'il voyage, excusez-moi, et être seul, voilà, dans un paysage et d'être dans ce paysage et de visiter ce paysage. Il aime l'idée de combiner tout ça et il aime la 3D parce que aussi, il l'a dit tout à l'heure, j'avais le traduire, pardon, mais la caméra, en fait, il en fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire il aime bien cette idée de pouvoir il a besoin de pouvoir plus explorer l'environnement qu'en 2D. Puisqu'en 3D, en fait, il peut filmer et il peut ensuite avoir ses caméras qui se situent un peu partout et choisir après presque ce qu'il a envie de montrer finalement aux spectateurs. Donc, il l'anime d'abord et ensuite, il peut choisir un peu justement, comme dans la prise de vue continue, faire du montage presque au dernier moment et après, et non pas directement au niveau de l'animatique. Il aime bien aussi au niveau de la 2D, le côté... donc, il trouve que c'est plus spontané, ce genre de choses, cette technique. La 2D, il aime bien évidemment le look, le côté graphique, du dessin qui essaye de tenir. Et au niveau de la prise de vue continue, c'est l'idée qu'il espère qu'on ait l'impression qu'il y a toujours quelqu'un derrière la caméra, parce que la caméra va tout le temps bouger un petit peu, elle va être dans tous les sens, elle va pas être parfaite. Et donc, il y a cette idée, pourquoi pas d'avoir quelqu'un derrière la caméra. If we told you somebody like maybe it's a huge name like that, but Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, for example, people like that, that like to be in a place like Stalker, of course. Is it something that you are, I don't know if it's an influence, but something that you like? Yeah, I guess I like his films, but I wouldn't say they were a big influence on me, but some films that had an influence were definitely Alfonso Cuarón's films, all of them, and there was Duel, the Steven Spielberg film, which is like this big chase, very very simple story, and also another chase film called It Follows, which is a more recent, it's more of a horror film, but also a very simple premise, and yeah, but I guess from that the influence is that the monster in that film is kind of very slow, and you kind of feel the tension more because of the slowness, I guess. I'm not really a big fan of these jump scares, and I prefer kind of like more of suspense. It's kind of like the tension is more stretched and you can feel it more. Although, I don't think Away really is, there's nothing really scary. I guess it's safe to see if you're not a fan of horror. But yeah, other films were General, the Buster Keaton film, and games you mentioned, like Journey and Shadow of Colossus and Last Guardian, and other films were, I guess, Motorcycle Diaries, because of the subject. Now I'm kind of forgetting some, I'm a big fan also of Haruki Murakami's books, so I guess the surreal aspect comes from that. I was talking about Tarkovsky, not just to say a big name, just because Tarkovsky always said, in interviews sometimes he said, a lot of people think, and he was playing on that, but my film are intellectual, and plays only for the adults. And he was saying, I think the children understand more my film than the adults. And the thing is, sometimes just to look in a film, and I remember seeing Stalker and just being, or Solaris, and just being with them without understanding really what's going on, but just looking around, the places. And that's why it was not the huge intellectual thing, but more the, contemplative way. I guess, I've heard from some parents who are kind of afraid that their kids wouldn't understand a way, but usually that's not an issue. I guess the adults are usually, it's more difficult for them than the kids to understand it. I guess I didn't really think about it. I just made the film for myself, and yes, of course. I didn't really think about if it's for kids or if it's for any audience. I just made it for myself.
No. I was just. It was, of course, not about the target. It was much more about Tarkovsky is always like this big thing, and I was like, it could be. It's a simple film. That's why I think I like also Away a lot. It's like we were talking with Marie-Pauline just before talking to you, and was like, we've seen the film more than once, and every time it seems like we discover something else, or maybe we forgot something from the last viewing, and suddenly say, oh yes, I remember that. It was like a new film, like sometimes a video game, a new film every time you look at it. Yeah. I guess maybe there's not like that many, like, it's not like a puzzle you can kind of solve, but I guess what you see from different viewings is, I guess, your own experiences maybe influence the viewing, and maybe if you're in this kind of mode, you'll feel different watching Away, because there's a lot of like space left for interpretation. So donc je lui demandais par rapport aux influences et ce que demandait Marie-Pauline, donc notamment une influence, alors sans vouloir faire trop intellectuel, mais qu'Andrei Tarkovsky. Je reposais la question un peu après. Il dit oui, il aime ses films, mais c'est pas forcément lui. Il appellerait pas ça une grande influence pour lui. En tout cas, il aime beaucoup les films d'Alfonso Cuarón, tous les films d'Alfonso Cuarón, Duel de Steven Spielberg, dans cette idée d'histoire très simple, mais assez directe. It Follows, qui est un film d'horreur, qui est assez lent avec le monstre. Et en fait, c'est ce qui lui a plu. C'est pas tellement un film c'est pas un film d'horreur du tout ailleurs, mais il y a cette idée du monstre qui arrive doucement, et c'est un peu ce qui se passe dans Ailleurs. Il y a la tension pour lui est plus forte quand le monstre arrive au ralenti que les fameux jumpscares qu'on peut avoir et qui amènent une tension rapide. Là, la tension est étendue, au contraire, et plus longue, et il trouve que peut-être ça marche mieux. C'est pas un film d'horreur, c'est un film pour les gens qui aiment pas le cinéma d'horreur, ils peuvent aller le voir, c'est safe, il y a pas de problème, mais il va y avoir cette espèce de tension pendant tout le long du film, mais aussi des films comme Le Mécano de la Générale, par exemple, de Buster Keaton, et Marie-Pauline disait dans les jeux vidéo, en effet, des jeux vidéo comme Journey, Shadow of the Colossus ou Last Guardian, donc du même créateur que Shadow of Colossus, ça a été évidemment très très important pour lui, ou Motorcycle Diaries notamment, je me rappelle plus du titre en français, mais par rapport à l'histoire, et il est aussi un très grand fan des livres d'Haruki Murakami. Donc voilà, c'est peut-être ça, et je reposait, et c'est rapide, mais dire que Tarkovsky disait par exemple que les enfants comprenaient peut-être mieux ces films que les adultes, ou en tout cas l'idée, il me disait que en effet que peut-être les enfants pouvaient comprendre directement le film, il n'y avait pas forcément un problème de compréhension, mais en tout cas lui de toute façon n'a pas du tout pensé à ça, il a fait le film pour lui, il s'est pas posé la question de savoir si c'était pour les adultes ou les enfants, il l'a fait pour lui. Et je disais qu'avec Marie-Pauline, donc avant cette interview, on a discuté un tout petit peu ensemble en tant qu'on avait revu le film, et qui nous paraissait différent, en tout cas qu'on retrouvait des choses, et il disait que oui, c'est peut-être pas comme un puzzle, mais il y a quand même quelque chose comme ça, et que notre expérience finalement fait que on peut ressentir différemment le film de manière autre finalement, et il y a peut-être suffisamment d'espace dans le film pour ressentir les choses différemment. Marie-Pauline. Yes, you were talking about the monster, the creature in the movie, and as you said, is very slow, but is also very calm and very patient. He waits for a very long time to find his prey, and I thought it was really interesting to have that kind of monster is not bad, is not angry, is just he wants something and is ready to wait for a very long time to have it. Yeah, it was. Yeah, I didn't want him to be evil, and I don't even call him a monster. It's more of maybe a spirit, or kind of this force of nature, like that hasn't really that spirit doesn't really have any opinions, or he's not trying to be evil. He's just maybe in nature, it's just overtaking things, and he's also kind of maybe more of a reflection of the main character's kind of state of mind, actually. So he's kind of as the boy kind of grows more scared, and he's more depressed, then the monster grows in size. And once he gets the boy gets more confident and kind of feels stronger, you can see this monster kind of shrinking also. It's not very obvious, but
it's a little bit there, and yeah, so also kind of didn't like the monster doesn't have any emotions in his face really. It's just it doesn't really have a face, so it's just more about the body movement and just the yeah I guess. Ok, donc Marie-Pauline posait la question, elle disait qu'elle aimait beaucoup l'idée donc du monstre qui va lentement, patiemment et il atteint sa proie mais sans se presser et il n'est pas mauvais, il n'est pas en colère, il attend et il va avancer tranquillement pour avoir sa proie et Gim se dit oui tout à fait, il voulait surtout pas que ça soit justement quelque chose de diabolique. Pour lui il appelle même pas ça un monstre en fait, il appelle ça une espèce d'esprit, de force de la nature, c'est quelque chose, c'est cette force de la nature qui a pas d'opinion forcément, et comme la nature, d'un seul coup ça va prendre quelque chose de manière à se nourrir par exemple, mais vraiment voilà il y avait cette volonté là, et c'est même une réflexion pour lui de l'état d'esprit en fait du personnage, et on le voit pas forcément, il le dit, mais quand même c'est là, plus le personnage a peur, plus le personnage est déprimé, plus le monstre, plus donc cette force de la nature va devenir importante on va dire, et plus au contraire notre personnage va être un peu plus fort et plus la force de la nature va diminuer un tout petit peu, et donc voilà, donc c'était très important le monstre en tout cas, donc c'est la force de la nature, n'a en effet pas d'émotion, pas de visage, et donc voilà, c'était vraiment important de pouvoir enfin voilà, que c'était que c'est plus les mouvements du corps, les mouvements que lui peut avoir qui sont importants que réellement ses émotions. We can talk also about the real pleasure, the aesthetic pleasure that you have. I mean, when you begin the film, like you said, was the beginning, and it's small things, but more you go into the film and more you try to have a lot of colors and shapes, and we have some beautiful forest. It's sunny at one point, raining, snowing. We understand that you really love to show, like we said, nature and all these things. Yeah, I guess because there is no dialogue really, and even the characters don't really emote that much. Like the character animation isn't really, I guess, very obvious. Like it doesn't really show exactly what the character feels. So I kind of have to use other elements and use music and use editing, and of course also the environments. So I guess, yeah, the environments are kind of reflecting what he's feeling. So I kind of figure out, I guess, the locations and everything based on how the character would feel at that moment. And so at one point we see the map of the island, and the character is looking at where he's going to go. And actually, that was one of the last things I made, only when the story was kind of figured out, and I knew, and I designed everything, and I knew where he's going. So I kind of made it after making all the environments. Did you do the film also with your emotion at one point and saying, well, I feel really good now, so it will be sunny in the film? Oh, well, no, I feel a little bit depressed, so it's going to be snowy or something like that? Well, because it's so slow, it wouldn't really work, because usually I'm not really like depressed for half a year or something. It takes to like make that scene, or I'm not really happy for half a year. So I had to kind of work around that. But it does impact me. If I worked on that snowstorm, and that wasn't like the most pleasant thing to work on, I kind of feel like it kind of impacted me. Ok, donc je demandais, je disais qu'il y avait aussi ce plaisir esthétique des paysages qui était une évidence quand on regarde le film, et il dit oui, mais c'est aussi toujours la même chose parce qu'il n'y a pas de dialogue, et que pour lui c'était important, et puis le personnage, on voit pas forcément ses émotions tout le temps, il les montre pas, c'est pas non plus des personnages qui montrent plein d'émotions, et enfin voilà, au niveau de l'acting, donc il avait besoin d'autres éléments aussi, la musique, je pense qu'on en parlera, le montage, et donc les environnements, voilà, et en fait l'idée, c'est que l'environnement reflète un peu ce que le personnage ressent à des moments donnés, donc ça lui permet
finalement d'amener cette émotion qu'il n'a pas forcément et qu'il peut avoir grâce à cet environnement. Et il savait pas forcément le lieu dans lequel il allait aller. Et donc voilà, c'était ça se faisait un peu comme ça. Et il y a une scène à un moment donné où on voit notre personnage avoir une carte de l'île sur laquelle il est. En fait, c'est l'une des dernières choses qu'il a créées, puisqu'en fait lui-même pouvait pas le savoir, puisqu'il a écrit le film au fur et à mesure du film, donc en fait il pouvait pas savoir évidemment, donc il a créé cette scène-là à la fin quand il savait exactement le trajet fait par le personnage. Je lui demandais si est-ce que c'était comme il avait écrit le film au fur et à mesure, est-ce que c'était aussi selon son humeur à lui qu'il avait écrit ça, et il dit non, ça aurait pas été possible de faire ça de cette manière-là, puisque évidemment s'il avait ces scènes pouvaient lui prendre 6 mois à faire et qu'il est rarement déprimé pendant 6 mois, donc en effet ça peut pas fonctionner. Par contre, à l'inverse, ces scènes ont pu l'impacter lui. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une scène de tempête de neige, et c'est pas le meilleur moment pour lui du film où il a pu animer. Et donc, c'est plutôt l'inverse. C'est pas lui qui impactait le film, mais c'est travailler sur le film qui impactait plutôt son humeur. Marie-Pauline. Yes, Alexis was talking about the music. You made the music yourself. So how did you work on the music, and was it very helpful to be both the director and the composer, so you knew exactly what you wanted and at what point you wanted music? And especially, sorry, because for the short film, you had a composer. So, I mean, you had somebody to work with you. So how was the change with that? Yeah, it was exactly like that. It was very helpful to be a director and also a composer, because music is something that's very difficult to articulate in words what you want, and I guess composers don't really want the directors to be like micromanaging everything and telling you the tempo and telling you like which key to use. So it's difficult to explain things, but of course it works in many cases. Like most of the great scores, of course, were not made by the directors of the films, but in my case, I had worked with a composer before on the short films, and he even made a score for the first chapter of Away, but I figured that it didn't really fit what I wanted, and he was also kind of busy, and our scheduling didn't really work. So I decided to give a try on making the music myself. But of course, I didn't have any experience in this at all. I don't play any instruments even still now, and I can't read any sheet music, so I don't know anything. So I started just by opening this software on the computer, and it was just so overwhelming because there are so many buttons you can press, and it's very complicated. And I almost gave up, but then I just opened a very simple app on the phone, and it's made so simple that basically anyone can use it. It's made for kids. And I kind of learned the basics there because, it's very you don't have to think about technical things. You can just be creative. And some of the tracks in the film are actually made in that phone app. I think 1 or 2 are even not edited at all. I just exported directly from the phone. But others I would export on the computer, and I can just add more professional instruments on the notes I wrote on the phone. But once I kind of gained the confidence and I learned the basics, I started using the more professional software. But all the music is written basically without playing. It's like you can just draw the notes in the software, and I don't know what I'm doing. I just play around and see if it sounds good, and kind of it's very intuitive. So when I work, I'm not really thinking about specific scenes where I would fit it like this. I'm not thinking about making this character's theme, or I'm not trying to hit any specific moments in the film. So usually in the traditionally the scores are very much I guess repeating what's on screen,
I didn't really even want that. I wanted kind of the music to be guiding the tempo of the editing. Alexis Huneau, donc pour Bulle de Rêve, pour la fin de Bulle de Rêve. Merci Antoine, merci à toute l'équipe pour cette émission de 2 heures. On va finir, je voulais vous dire qu'on a fait cette interview de Ginz hier avec Marie et Pauline. Elle dure 1 heure, on a pu vous passer que 25 minutes. Allez voir ailleurs, il y a des films qui sont extraordinaires comme ça, qui sont importants. Ailleurs en est un, c'est un film qui est au croisement de beaucoup de choses et donc il faut absolument aller le voir en salle. On a fait tout un travail là, vous avez bien vu sur les exploitants. Retournez en salle, faites attention à vous bien évidemment, mais retournez en salle, c'est important de défendre les films comme Ailleurs, encore une fois d'un laiton de 25 ans qui n'avait absolument pas imaginé que son film irait dans des salles en France, donc c'est important. On va finir avec de nouveau la musique de Way sur j'ai fait exprès, le morceau s'appelle Living, comment s'en va, c'est un peu facile, mais voilà, c'est lui qui a fait aussi la musique, il explique, j'ai pas dit, mais je traduisais évidemment en direct, voilà, après vous retrouvez enfin, après des mois et des mois et des mois, les 12 voix de toute l'équipe de Longtemps je me suis couché de bonne heure. On écoute la musique du film, on se dit à très bientôt, bye bye et à très vite.